Dans le troisième chapitre, nous allons voir le mandat. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mandat ou la procuration? Le mandat, c'est un contrat dans lequel une personne appelée mandant donne à une autre personne appelée mandataire le pouvoir d'accomplir un acte juridique ou plusieurs actes juridiques au nom du mandant et pour son compte. Le mandataire agit donc au nom et pour le compte du mandant. Il le représente alors juridiquement devant les tiers. Le mandat peut avoir un objet spécial comme il peut avoir un objet général. On dit que le mandat peut être spécial ou général. Le mandat spécial, le mandat est considéré spécial quand il est limité à certains actes juridiques qui sont énumérés dans la procuration. Le mandataire, dans ce cas, ne peut pas conclure un autre contrat ou un autre acte qui n'est pas mentionné dans le mandat. Alors que le mandat est général lorsqu'il permet au mandataire d'accomplir tout acte juridique concernant les biens du mandant. Il peut par exemple vendre ses biens, il peut les louer, il peut c'est-à-dire les exploiter de n'importe quelle manière. C'est pourquoi on dit que c'est-à-dire un tel mandat est très dangereux, car il confère au mandataire un pouvoir trop étendu. Et surtout dans le cas où il s'agit par exemple d'un mandataire qui n'est pas de bonne foi, il peut donc c'est-à-dire abuser de ce mandat, même si le législateur est intervenu pour exiger le mandat spécial dans certains cas, comme par exemple dans le cas d'esté en justice, dans le cas de vente de biens immeubles, etc. Quelle est l'utilité du mandat? Le mandat joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'il permet à une personne d'utiliser les compétences professionnelles parfois ou les relations commerciales d'une autre personne pour réaliser une transaction. Par exemple, si une personne veut vendre sa voiture, il peut charger par exemple un garagiste de réaliser cette transaction. Il permet aussi à la personne d'accomplir un acte juridique dans une localité, dans un lieu éloigné, sans qu'il soit nécessaire de se déplacer. Par exemple, une personne qui réside à l'étranger, par exemple, il peut donner mandat à une personne qui réside au Maroc pour vendre un bien immeuble, par exemple, qui existe c'est-à-dire qui existe au Maroc. Donc, la personne, le mandant, n'est pas obligé de se déplacer pour réaliser cette opération. L'utilité de ce mandat c'est-à-dire est très importante, mais il faut éviter les mandats ou le mandat général, car on doit limiter les pouvoirs donnés au mandataire dans un mandat spécial. Le mandat produit des effets importants. On va commencer par les obligations du mandataire. Le mandataire, c'est une personne représentante du mandant. Il doit exécuter son mandat en apportant à sa gestion tous les soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire que le mandataire est responsable des fautes commises dans sa gestion.
Mais le législateur a distingué le mandat gratuit du mandat salarié. Quand il s'agit de mandat gratuit, la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement qu'en cas de mandat salarié. Et dans tous les cas, le mandataire doit exécuter son obligation de bonne foi. Et il doit aussi, une deuxième obligation, il doit rendre compte de sa gestion. À la fin du mandat ou à la demande du mandant, il doit rendre compte de sa gestion. Il peut donc rendre compte de sa gestion de façon périodique ou à la fin d'une opération ou à la fin du mandat. Quelles sont alors les obligations qui pèsent sur le mandant? Dans le cas où le mandat est gratuit, le mandant n'a aucune obligation à sa charge. Contrairement au mandat salarié, dans ce dernier cas, le mandant doit payer la rétribution convenue. Mais l'exécution du mandat peut faire naître plusieurs obligations à la charge du mandant. Donc il y a possibilité de faire naître différentes obligations à la charge du mandant. Et là, il faut savoir que si le mandataire, par exemple, a engagé des frais qui ne sont pas à sa charge, le mandant doit les rembourser, ainsi que les intérêts de ces sommes. Pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est-à-dire le mandant ne donne pas d'avance parfois au mandataire, et le mandataire il assume des frais qu'il ne doit pas normalement assumer. Dans ce cas, le mandant doit lui rembourser ces sommes. Et dans d'autres cas, il se peut que le mandataire contracte, dans la limite de ses pouvoirs, des obligations à l'égard des tiers, comme par exemple l'obligation de payer le prix, comme par exemple l'obligation de prendre la livraison, etc. Ces obligations, c'est-à-dire l'ensemble des obligations doivent être assumées par le mandant. Pourquoi? Parce que c'est le mandant qui bénéficie, et donc c'est lui qui est tenu par ses obligations. C'est-à-dire que on comprend par ça que le mandataire, il représente seulement le mandant, et que c'est le mandant qui traite de façon indirecte avec les tiers, et c'est lui qui assume les obligations de façon aussi indirecte. C'est-à-dire le mandataire, il est seulement intermédiaire entre les deux. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des agences qui exercent cette fonction de mandat. Et la personne qui veut vendre, par exemple, un bien, il peut contacter l'agence, et cette dernière, il peut tout faire en votre nom et pour votre compte. Et bien sûr, en contrepartie, vous payez une rétribution. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le mandat, il est toujours salarié. Le mandat arrive à sa fin, comme tous les autres contrats.
Et il y a c'est-à-dire des cas limités par le législateur et qui mettent fin à ce contrat. Le premier cas, c'est l'exécution de l'obligation. Par exemple, vous voulez acheter un immeuble, le mandataire achète l'immeuble, le mandat arrive à sa fin. C'est-à-dire le mandat, il est fait seulement pour cette opération. Alors, à l'exécution de l'obligation, ça y est, c'est-à-dire le mandat arrive à sa fin. Deuxième cas, c'est le cas d'expiration du temps prévu, par exemple, dans le mandat. Et ça se fait surtout dans le cas où le contrat est conclu pour une certaine durée déterminée, un mois par exemple, ou un an. Donc à la fin, à l'expiration de cette durée, le mandat arrive à sa fin. Troisième cas, c'est la révocation du mandataire. On sait très bien que le mandant, quand il désigne une personne comme mandataire, il n'est pas obligé c'est-à-dire de garder toujours cette procuration et de se soumettre toujours aux effets de cette procuration. Il peut à tout moment révoquer le mandataire. Cette révocation n'est pas, bien sûr, opposable aux tiers, dans le cas où ils ont déjà traité avec le mandataire. Donc, les personnes tierces, parfois, à cause de l'ignorance de cette révocation, ils peuvent traiter avec le mandataire. Donc, cette révocation n'a aucun effet à l'égard de ces tiers parce qu'ils sont considérés de bonne foi. Ils ont traité de bonne foi. Donc, le mandant doit assumer les obligations ou ses obligations à l'égard de ces personnes. Mais le mandant bénéficie d'un recours contre le mandataire qui a agi sans pouvoir, c'est-à-dire sans qu'il a le pouvoir de représenter le mandant. Il a agi et il a conclu le contrat en nom du mandant. Ce dernier a le droit de faire un recours ou d'ester en justice pour demander des dommages et intérêts. Le quatrième cas, c'est la renonciation du mandataire. Il se peut que le mandataire accepte de représenter le mandant, mais le mandataire n'est pas obligé de rester, c'est-à-dire d'assumer cette responsabilité toujours, mais il peut à n'importe quel moment renoncer au mandat. Mais dans le cas de renonciation, il doit notifier au mandant cette renonciation, sachant que si cette renonciation, par exemple, cause un préjudice au mandant, ce dernier peut demander une indemnité, peut demander des dommages et intérêts. Et la même chose pour la révocation, pour ne pas oublier, parce que pour la révocation aussi, si le mandataire, par exemple, est déjà engagé et qu'il s'agit d'un mandat, par exemple, salarié, et que la révocation, par exemple, porte atteinte à ses droits, dans ce cas, il peut demander aussi des dommages et intérêts. Le dernier cas de fin de mandat, c'est la mort de l'une des parties. Dans le cas de décès, le mandat arrive à sa fin.
Pourquoi? Parce que le mandat, il est considéré, c'est un contrat, de toute façon, comme plusieurs contrats. C'est un contrat conclu en considération des personnes. Le mandant choisit son mandataire. Le mandataire aussi accepte le mandat d'un certain mandant. Donc, la personne est considérée, la personne contractante est considérée dans ce contrat. Ce qui veut dire que ce contrat ne se transmet pas aux héritiers et prend fin à la date de décès de l'une des parties. Sachant que dans certains cas, il se peut que, c'est-à-dire qu'il y a obligation, par exemple, de prendre livraison, etc., et que les héritiers, ils doivent, c'est-à-dire assumer la responsabilité jusqu'à ce que l'autre partie, c'est-à-dire s'il s'agit par exemple du décès du mandataire, les héritiers, ils assument la responsabilité de garder les choses vendues par exemple, de prendre livraison, etc., jusqu'à ce que le mandant puisse prendre, c'est-à-dire ses biens, et puisse donc agir en son nom, et au moins puisse avoir c'est-à-dire savoir que la personne du mandataire est décédée. C'est tout pour ce contrat de mandat et on va voir un autre chapitre. C'est le chapitre numéro 4 dans lequel on a parlé du contrat de prêt.